enseignants, nous avons commencé le confinement le mardi 17 à midi, comme tout le monde, hein. Le lundi, nous étions à l'école sans les enfants, parce qu'il fallait qu'on organise ce qu'on appelle la continuité pédagogique, qui en fait est plus une continuité scolaire, une façon de maintenir le lien avec les élèves pour que ça ne se perde pas pendant la durée de ce confinement, dont on ignorait la durée déjà au départ. On pensait que c'était 15 jours. Donc nous, on s'est confinés comme tout le monde. Et très rapidement, on a appris par l'Éducation nationale que 4 écoles de la ville de Châlons resteraient ouvertes pour accueillir, sur un temps assez long, hein, de 7h moins le quart le matin à 19h30 le soir, des enfants de personnel soignant qui étaient prioritaires et qui, eux, n'avaient pas le choix, ils devaient aller travailler. Donc moi, je me suis portée volontaire dès le départ pour aller encadrer ces enfants-là. Donc mon confinement était un demi-confinement puisque j'ai travaillé 2 jours par semaine à l'école maternelle Jean Lurçat pour accueillir ces enfants de personnel soignant. Je suis réservée toutes les semaines une bonne demi-journée pour faire ce que j'appelle moi la continuité administrative, c'est-à-dire que je suis retournée dans mon école, dans mon bureau, parce qu'il y avait quand même une avalanche de courriers et de choses qui arrivaient et que j'ai préféré la plupart du temps traiter dans mon école parce que c'était plus facile pour moi. Alors le confinement de mes élèves, c'est quelque chose d'inédit. Dans l'école où je travaille, on a une bonne partie de nos élèves qui viennent des foyers Adoma. Donc ce sont des enfants de familles migrantes qui ne maîtrisent pas tous la langue française, qui ne maîtrisent pas la langue écrite. Et puis pour beaucoup de familles sur les Aubépins qui sont d'origine étrangère, la langue française écrite est encore une difficulté. Donc nous, il a fallu qu'on réfléchisse pour ces enfants de maternelle à leur envoyer des choses qui soient lisibles et comprenable par les parents qui étaient censés aider les enfants. Donc on a utilisé des réseaux sociaux. On avait fait le test le week-end des élections, le week-end du 14-15 mars, des classes ENT qui étaient proposées par l'Éducation nationale et ça ne nous convenait pas au regard de l'âge des enfants. Moi, mes élèves ont entre 2 ans et demi et 3 ans et demi à cette époque de l'année. Ne parlant pas la langue, c'était très compliqué. Donc on a toutes, avec mes collègues, utilisé des réseaux sociaux de manière privée, mais en proposant aux enfants des activités de manipulation qu'on faisait chez nous, à notre domicile, avec notre matériel. C'est-à-dire que pour compter, par exemple, on a utilisé des jeux de cartes, des jeux de 54 cartes, parce qu'elles sont numérotées, de 1 à 10 en particulier. On a posé des cartes à jouer dans des assiettes, on a mis dedans des noix, des noisettes, pour montrer aux enfants comment on fait des groupes. Et les parents ont très rapidement compris qu'ils pouvaient dessiner des numéros sur des petits morceaux de papier et aider les enfants à faire du tri dans des assiettes ou faire des algorithmes avec des sucres et des petites cuillères. J'ai envoyé le travail aux enfants, je ne me suis pas filmée. Je me suis filmée dans une seule situation, c'est quand je leur envoyais les petites comptines. En fait, mes élèves, comme ils sont très jeunes, on a un temps de comptine tous les matins à l'école qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Et là, tous les jours, tant qu'a duré le confinement, y compris pendant les vacances scolaires, je me suis filmée en train de chanter une comptine et je l'ai présentée avec les étiquettes prénoms des enfants pour en même temps travailler sur la reconnaissance des prénoms, la reconnaissance de la première lettre, la comparaison de plusieurs prénoms qui ont la même lettre à l'initiale. Donc ça, c'était filmé. Et puis pour les activités que je faisais, par exemple les cartes à jouer et les noisettes dans mes assiettes sur ma table de salle à manger, je faisais des photos. Et donc les photos montraient les différentes étapes de l'activité qui pouvait se faire avec les enfants. Ces photos-là, je les envoyais par SMS. Et j'ai tout le temps maintenu 2 groupes SMS sur mon groupe classe. Un groupe en français, avec une petite consigne, et un groupe en anglais, parce qu'on a sur le foyer Adoma énormément de familles qui sont anglophones. Pour que la continuité soit efficace, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a plongé notre nez dans le dossier fichier élèves de l'école et on a regardé qui avait une adresse mail. Quand on a une adresse mail, ça veut dire qu'on a un accès Internet, qu'on a éventuellement un ordinateur. Et en fait, on s'est aperçu que très très peu de familles sur notre secteur possèdent un ordinateur et une adresse mail. Par contre, tout le monde a un accès Internet avec son téléphone.
Donc quand je dis qu'on a utilisé des réseaux sociaux, on a plutôt utilisé des réseaux sociaux qui fonctionnent avec le téléphone. Je pense que notre système d'utiliser les numéros de téléphone des parents et les téléphones portables, il a touché quasiment la totalité de l'école. Il y a une famille au sujet de laquelle on se pose des questions parce qu'on n'a jamais eu de réponse de la part de cette famille. Mais nos élèves nous ont toujours répondu. Alors pas les élèves directement, ce sont les parents. Mais quand ils avaient compris par exemple une consigne ou un petit exercice et qu'ils le faisaient faire aux enfants, ils filmaient les enfants et nous renvoyaient cette petite vidéo-là pour nous montrer que l'enfant avait compris et qu'il était en train de le faire. Et on a organisé aussi... Alors sur ma classe 2 fois, et mes collègues ont dû le faire 1 fois ou 2 aussi, un drive de matériel. Donc le drive de matériel, c'était pour s'assurer que les enfants puissent travailler chez eux. Dans le premier drive, on leur a mis du papier, des feuilles photocopiées avec des choses déjà en forme. On leur a mis des feuilles de couleur, on leur a donné de la colle, des ciseaux et des stylos feutres. Ou des crayons de couleur, des crayons de papier, enfin... pour que chaque enfant ait une base de matériel qui permette de faire ce qu'on allait demander. Alors, avec les enfants des soignants, alors c'était un peu particulier, parce qu'au départ, je suis arrivée dans une école, dans une classe de maternelle, donc une enseignante de maternelle, dans une autre classe de maternelle, elle a des repères. Mais sauf que c'est pas sa classe. Elle ne sait pas où est le matériel, enfin, c'était assez compliqué. Et la première semaine, on a eu plusieurs questions. On était plusieurs parce qu'on avait plus de 5 enfants, on était 2 collègues. Et on a eu un questionnement sur l'utilisation des jeux de cette classe. C'était une classe avec un fonctionnement Montessori, avec un placard de langage, un placard de maths, et les enfants prennent les jeux et les remettent. Et là, on a tout de suite vu que notre système n'était pas très bon, parce que les enfants prenaient des jeux, les touchaient, les remettaient, et on n'était pas accompagnés, nous, de personnel ATSEM pour désinfecter les jeux ou les nettoyer. Et puis nettoyer une caisse de Lego, juste, c'est pas vivable, quoi. On peut pas passer la nuit à nettoyer ce avec quoi on a joué la journée. Donc on s'est rapproché, nous, du médecin de l'éducation nationale qui travaille auprès du DAZEN à Mâcon. On a posé quelques questions sur ce travail avec le matériel de l'école. Et en fait, on lui a fait une proposition qu'elle a validée. On lui a proposé d'utiliser chaque jour un placard avec des jeux, de faire attention que les enfants ne prennent pas 2 fois le même jeu, enfin pas 2 enfants le même jeu, et de fermer le placard le soir et de ne le rouvrir qu'une semaine plus tard. Et donc on a utilisé 4 placards qui correspondaient au lundi, au mardi, au jeudi, au vendredi. Alors la première chose qui a été faite, donc c'était cette histoire de sériation des placards pour avoir une décontamination passive. La deuxième chose qu'on a faite, c'est enlever des chaises. C'est une classe avec des tables en îlot. Donc sur un îlot de 4 tables, on a laissé une chaise, voire 2, mais vraiment dans la diagonale, pour que les enfants soient un peu éloignés. Et puis, on avait accès à des sanitaires qui étaient tout proches de la classe. On a pris le parti de faire laver les mains des enfants à peu près 1 fois toutes les heures. Un savonnage bien approfondi, on va dire. Alors le problème, il est qu'à cet âge-là, certains enfants avaient l'habitude de ce type de classe où on prend le matériel, etc. Donc il a fallu leur expliquer que non, on ne prend pas le matériel. Donc chez les plus jeunes, je dirais les enfants de 3 ans, c'était un petit peu dur à accepter. La deuxième chose, ça a été très difficile de les empêcher d'aller à plusieurs sur les jeux qu'on appelle les jeux à interaction. Par exemple, le garage où il y a les petites voitures. Bon, il y a un enfant qui pouvait y jouer, par exemple, le matin. Eh ben, notre gros boulot, c'était d'empêcher un deuxième enfant de venir coller le premier pour utiliser ce même jeu. Pareil pour la petite dinette. J'ai participé au SMA des enfants de soignants jusqu'aux vacances d'avril, et puis la semaine qui a suivi les vacances d'avril. Et ensuite, on a eu une information qui est arrivée via le ministère de l'Éducation nationale, puisque moi, je vous dis, je faisais une veille administrative. Bon, ma veille administrative, elle était essentiellement tournée vers les services de l'Éducation nationale. Ça venait tantôt du recteur, tantôt du ministère, et c'était relayé par les IEN à distance. Et donc là, on a vu arriver un protocole qui expliquait comment, dans quelle mesure on pouvait ouvrir les écoles. Donc ce protocole, on l'a reçu, c'était vraiment les tout premiers jours de mai, voire les tout derniers jours d'avril. Et qui annonçait que l'ouverture des écoles s'envisageait pour le 11 mai, le lundi 11 mai. Et que très certainement, nous, les enseignants du premier degré, on pourrait bénéficier de 2 jours de pré-rentrée, donc le lundi 11 et le mardi 12,
pour une rentrée envisagée en Bourgogne le jeudi 14. Et en fait, moi, dès ce moment-là, j'étais en contact avec mes collègues. Et des protocoles sanitaires, on en avait vu quand on travaillait avec les soignants. Moi, sur mon école, nous sommes 4 enseignantes, 2 qui avons participé à l'accueil des enfants de soignants. Donc les protocoles sont arrivés tard, avant les vacances d'avril, mais ils sont arrivés, on les a vus. On a partagé aussi les protocoles que mettait en place la ville pour le personnel ville qui nous accompagnait. Donc on était un petit peu rodés. Donc très rapidement, début mai, j'ai proposé à mes collègues une réunion avec distance, gestes barrières dans notre école pour réfléchir à ces protocoles que je leur avais transmis. Et je leur ai montré quelques photos que j'avais récupérées sur Internet où on voyait des municipalités qui essayaient de mettre en place des choses dans les écoles pour qu'elles se confrontent, surtout les 2 qui n'étaient pas au courant, qu'elles se confrontent vite à ce vers quoi on allait et qu'est-ce qu'on allait attendre de nous. Donc en fait, on a fait une première réunion le mercredi 6 mai, toutes ensemble, juste après mes 2 jours de SMA avec les enfants de soignants. Et là, on s'est mis à la place d'un enfant qui rentre dans l'école et comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à la porte, dans le couloir, dans la classe, comment il faut mettre la classe en forme. Et puis par rapport aux consignes qui nous étaient données par l'Éducation nationale, on parlait à ce moment-là de 15 enfants en élémentaire, dans les classes élémentaires, et de 10 enfants dans les classes maternelles. Par classe. Par classe. Dès le départ, ces chiffres-là ont été évoqués. Donc nous, on a fait d'abord une prise de notes. Et à l'issue de cette prise de notes, j'ai rédigé un document que j'ai appelé le schéma d'organisation. Mais je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai pris ça dans les documents que j'ai vus passer. Et donc le schéma d'organisation, c'était simplement une adaptation du protocole sanitaire à mon école. Quand on est revenu à l'école le 11 et le 12, ben nous, on a mis en forme réellement. Avec les collègues, on a porté des placards, déplacé des tables, enlevé des choses, neutralisé des espaces dans la classe pour y entreposer des caisses de jeux, parce qu'on a fait ce qu'on avait fait à l'école Jean Lursa. On a toutes travaillé avec des caisses de matériel et tout le monde devait avoir 4 caisses pour pouvoir les faire tourner, pour qu'il y ait une décontamination lente. Donc il fallait un espace dans la classe neutralisé où les enfants ne vont pas et où on peut entreposer des choses que personne ne doit toucher. Et là, à ce moment-là, on a appris que le maire de Châlons s'opposait à la réouverture des écoles et que lui voulait faire passer des audits et que 10 enfants dans les classes et 15 enfants dans les classes, c'était beaucoup trop. Et donc, on a attendu. Nous, on avait tout on était prêtes et je me souviens qu'on avait préparé pour accueillir à peu près 8 élèves par classe. On s'était organisé comme ça. Donc, quand on a eu la visite de l'audit, il était dans notre école conduit par le directeur du cabinet du maire. Et un tas d'autres personnes, hein, des chefs de service des ateliers, des chefs de service des affaires scolaires, une préventeur du Grand Châlons, enfin, tous des gens qui faisaient partie d'une commission sanitaire. Donc, ils ont visité l'école et on s'est aperçu qu'ils étaient encore plus draconiens que nous, parce que les normes qu'eux voulaient mettre en place dans les classes ne correspondaient pas à celles que nous avions mises en place. Et nous, on s'était inspiré des documents de l'Éducation nationale et eux, visiblement, voulaient des choses plus drastiques. Et par exemple, on avait fait attention, pour arriver à mettre 8 tables dans une classe, on avait fait attention qu'il y ait 1 mètre entre chaque table, pour respecter la distance. Et eux voulaient 2 mètres entre chaque table. Donc évidemment, ils ont fait une coupe sombre dans notre installation. Et puis, ils ont renlevé des tables et on s'est retrouvés avec... Alors, dans ma classe de petits, dans la mesure où j'ai, moi, un enfant handicapé qui ne peut pas être assis à une table et qui a besoin de certains espaces, parce que c'est là que lui déambule un peu, il fallait quand même que je sauve un peu des espaces vivables pour cet enfant-là. Donc, je me suis retrouvée avec 4 élèves. Alors, c'est une classe de tout petits. Oui. Donc, il y a une majorité d'enfants de 2 ans et quelques enfants de 3 ans, dont des enfants handicapés. Donc, ils sont 16 dans ma classe. Dans ma classe, qui est une classe d'enfants de 2 ans, d'enfants de petite section et d'enfants handicapés, il n'y a que 16 élèves.
Donc, quand la commission m'a demandé de n'en accepter que 4, donc l'éducation nationale avait donné des consignes par rapport à ça, c'était assez clair. On prend en priorité les enfants des familles dites prioritaires. Donc, c'est une liste de professions qui nous a été communiquée par l'éducation nationale. Donc, évidemment, là-dedans, il y a les personnels soignants, les personnels des EHPAD, les personnels des centres socio-éducatifs, enfin, ce genre de choses. Et puis après, les enfants dont les 2 parents travaillent, même s'ils ne sont pas prioritaires, si on a de la place, sont eux qui viennent ensuite. Dans les personnels prioritaires, il y a les enseignants également. Parce que si on veut qu'ils ouvrent les écoles, il faut s'occuper de leurs enfants. Et puis après, les enfants qui sont éloignés de l'école pour des raisons sociales. Donc notre quartier, c'est essentiellement ça. Nous, les personnels prioritaires, les enfants de familles prioritaires de la première liste, on n'en a pas sur notre école. On a quelques enfants dont les parents travaillent, famille monoparentale ou pas, mais avec pas de mode de garde. Et puis, on a essentiellement des enfants qui ont été confinés quand même pendant 2 mois et demi dans le cadre du foyer Adoma, dans des espaces extrêmement restreints, qui ne sortaient pas à l'extérieur parce que les parents avaient très très peur. Donc, c'était un confinement assez draconien pour eux. C'était assez difficile. Et des enfants handicapés qui ont été aussi confinés dans ces conditions-là. Donc, pour nous, le retour à l'école, c'était prioritairement ceux dont les parents travaillent, puis ceux-là, ces enfants qui auraient eu à souffrir d'un confinement trop sévère. Donc, on a appelé tous les parents. Et donc ça, c'était aussi une demande de l'éducation nationale, qui ensuite a été contredite, mais qui finalement, ma foi, nous, on l'avait faite. Quand le travail a été demandé, il a été fait dans la journée. Et en fait, on s'est rendu compte que nos parents d'élèves avaient très très peur. Les gens sont relativement terrorisés par cette épidémie et l'idée de devoir remettre des enfants à l'école, on a bien vu que ça leur était insupportable. Nous, la majorité de nos familles sont des familles où il n'y a pas d'emploi. Ce qui veut dire que ces familles-là restent au domicile. Mais en cas de pandémie, demander à des gens qui finalement sont encore un peu confinés chez eux puisqu'ils n'ont pas de travail, donc pas de raison de sortir comme ça à tout va, on leur demande de faire sortir ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur enfant. Ça, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai eu 4 demandes de retour à l'école. Et je n'ai pas insisté, je n'ai pas harcelé les familles parce que j'entendais bien que c'était compliqué pour eux. Et donc, eux avaient dit, on préfère attendre un peu, voir comment ça se passe. Et puis, éventuellement, dans un deuxième temps, peut-être, on ramènera notre enfant à l'école. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'était catégorique. C'est niette, l'enfant, il ne reviendra pas à l'école avant septembre. Et dans les classes de mes collègues, ça s'est pas mal arrangé aussi. Parce que la commission avait autorisé 7 élèves dans les classes de grande section, et puis 6 dans une classe de petits. Alors pareil, avec des enfants handicapés, donc à qui on avait ménagé des espaces assez confortables, un fonctionnement différent du reste de la classe pour ces enfants-là. Ils sont accompagnés d'AESH, donc ça ne posera pas de problème. Elles ont fait des groupes, mes collègues. Elles ont pris d'abord les enfants dont les parents travaillent, il y en a quand même quelques-uns. Ceux qui avaient très très envie de venir et qui se sont retrouvés éloignés de l'école et dont les parents ont eu peut-être un peu plus de difficultés à suivre la continuité scolaire. Et puis après, ceux qui avaient envie, parce qu'il y a des enfants qui ont envie aussi. Donc elles ont fait des groupes qu'elles ont fait tourner sur 2 jours ou sur 3 jours, mais à peine. Elles ont quasiment pu prendre, et elles ont pu répondre favorablement à toutes les familles qui avaient fait des demandes. Finalement, tout est prêt. Les services de la mairie sont revenus une seconde fois dans notre école parce que l'audit a donné des propositions. Et puis 15 jours après, on a eu une équipe de déménageurs qui est revenue pour mettre en place ce qu'avait proposé l'audit. C'était un peu tendu quand même. Parce que on s'est retrouvé avec pas la possibilité d'avoir des grandes tables. Dans les écoles, on a des pupitres doubles, ce qu'on appelle des tables doubles où on peut asseoir 2 enfants. Mais dans le cadre du protocole sanitaire, évidemment, on enlève une chaise et c'est une grande table spacieuse pour un seul enfant. Avec l'équipe de déménagement,
c'était un gros hiatus, parce que c'était pas possible d'avoir une table double pour un seul enfant. La table double, c'était vraiment un truc impossible à mettre en place. Parce que plus l'enfant est petit, plus son espace de travail doit être grand. Sinon, il se lève, il se déplace et il va ailleurs chercher la place qu'il n'a pas. Et donc, on a eu quand même une journée de déménagement assez difficile. Et moi, j'ai entendu que ça avait été compliqué dans pas mal d'écoles. D'abord parce que cette mise en place de protocoles sanitaires, eh ben, c'est extrêmement violent. Je pense que les collègues dans les écoles où elles ne s'étaient pas confrontées au SMA des enfants de soignants et où elles n'avaient pas vu vraiment ce que ça donne, la mise en place d'un protocole sanitaire avec des jeunes enfants, ben, elles sont tombées de haut. Elles ont tout pris d'un seul coup et c'est extrêmement difficile à accepter. Nous, on a beau avoir des consignes et des protocoles écrits envoyés par l'Éducation nationale et puis d'autres protocoles encore plus sévères communiqués par la ville de Châlons, l'enseignant, ça reste un enseignant et ce protocole sanitaire, il arrive en contradiction complète avec ce qui fait l'essence d'une école maternelle. Une école maternelle, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu où tous les espaces qui sont proposés aux enfants sont des espaces d'interaction pour lui apprendre à interagir avec d'autres enfants, avec ses pairs. Et l'interaction, au bout d'un moment, elle se fait dans le langage. Parce que quand ils arrivent à l'école, au départ, ils n'en ont pas de langage. Mais c'est les interactions qui vont les amener à échanger avec d'autres. Et tous ces lieux-là ont été neutralisés dans les classes. On a dû programmer des conseils d'école parce qu'il fallait également qu'on informe, qu'on fasse une continuité de communication avec les parents. Donc dans notre école, on a réussi à faire ce conseil d'école vendredi matin. Après avoir recontacté les parents tout le jeudi pour être sûr que ceux qui avaient dit qu'ils étaient d'accord pour venir étaient toujours disponibles et que nos groupes soient bien prêts. On a préparé des caisses de matériel individuel pour tous les enfants qui veulent venir, pour éviter des échanges. On a fait le conseil d'école et en fait le conseil d'école a consisté à faire visiter les installations aux parents élus pour qu'ils puissent, eux, en parler avec d'autres parents si d'aventure ces parents-là craignent un peu de parler directement avec les enseignants. Et puis on a eu l'idée de faire une vidéo. Bonjour Bruno. Bonjour Juliette. Je peux prendre ta température? Bien sûr. C'est bon, va voir ta maîtresse. Ce soir. Tu suis bien les flèches. Hein? Au revoir. Bonjour Juliette, tu vas bien? Oui. Ah super. Tu me donnes ton sac? Je prends toutes tes affaires et ensuite tu vas te laver les mains, tu suis bien les flèches. D'accord. Bonjour Juliette. Bonjour. Allez, viens te laver les mains. Tu ouvres bien le robinet avec ton coude. Vas-y, frotte bien partout. Les pouces, les poignets. Voilà, tu rinces. Ouvre bien avec le coude si tu n'as pas assez d'eau. Et voilà. Bon, avec plaisir. Maintenant, tu retournes dans ta classe et tu suis bien les flèches au sol. D'accord. Allez, viens Juliette. Je vais te montrer où tu vas t'asseoir. D'accord. À partir de maintenant, on va tous s'asseoir à la même table. Viens. Ta place, ce sera ici. Tu peux t'installer. Et ça, ce seront toutes tes affaires. Rien que pour toi. Ok. Et puis à midi, je suis rentrée chez moi assez satisfaite parce que tout ce travail était derrière moi, c'était tout prêt et il n'y avait plus qu'à attendre demain pour recevoir les enfants.
Et en fait, vendredi à 14 h, on a reçu un mail, les directeurs d'école, de Madame Deschamps, qui est la nouvelle élue aux affaires scolaires, qui nous prévenait d'une manière un petit peu abrupte que pour répondre à une demande du gouvernement, on allait ouvrir le nombre d'élèves accueillis dans les classes. Donc ça a fait l'effet d'une douche froide sur beaucoup de collègues, sur beaucoup d'écoles à Châlons, parce que beaucoup avaient un peu cravaché, je vais dire, hein, sur les deux dernières semaines pour que tout soit au point. Et là, le vendredi à 14 h, alors que c'était le week-end de la Pentecôte qui s'annonçait, eh ben, on nous prévenait que en fait, tout allait être modifié dans le week-end par des équipes municipales et sans nous. Moi, je partais avec mes 4 élèves et je me suis dit, mais alors, ils vont aller me chercher des tables où ? Comment est-ce qu'ils vont rajouter des tables? Parce que ça a été quand même la pénurie des tables, hein, étant donné qu'il faut mettre des tables individuelles dans toutes les classes. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des tables collectives, des tables à 2, à 4, à 6, à 8, surtout dans les maternelles. Donc j'étais un petit peu inquiète. Alors je suis quand même passée à l'école samedi soir pour voir. Et en fait, je me suis aperçue que dans notre école, on nous avait rajouté une table par classe. Ça fait que moi, demain, dans ma classe, je peux accueillir 5 élèves. Et mes collègues pourront accueillir chacune 8 élèves. Et en fait, c'est exactement le nombre d'élèves, sauf dans la classe des petits, que nous avions prévu début mai, quand nous avions appliqué le protocole de l'éducation nationale. On a un petit peu le sentiment qu'on s'est tous échinés pendant 3 semaines pour faire des choses, les défaire et les refaire, et finalement revenir à ce qu'on avait proposé initialement. Alors demain, c'est la rentrée, donc la vraie. Et finalement, on a l'impression d'une rentrée scolaire qui aura été préparée pendant plusieurs semaines. Ça n'arrive jamais de préparer une rentrée scolaire pendant des semaines comme ça, d'affilée, même si c'est pour enlever des tables, les remettre, les déplacer, reprendre les mêmes alors qu'on n'en voulait pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même une rentrée qui nous tient, nous, depuis 3 semaines. Quand on fait une rentrée en maternelle, c'est toujours un peu joyeux et un peu tendu parce que les enfants, eux, ne connaissent pas l'école et il y a des cris, des larmes et des choses comme ça. La rentrée de demain, c'est pas une rentrée avec des cris et des larmes, c'est une rentrée avec des enfants qui ont envie de venir et qui ont presque souffert de ne pas être venus à l'école. Donc elle va être, je pense, joyeuse, la rentrée. De toute façon, les maîtresses ont aussi à cœur que ça soit joyeux. Il faut un peu sortir les enfants de tout ce drame et de toutes ces choses qu'ils ont entendues pendant plus de 2 mois. Et puis, je pense qu'elle va être sereine parce que, je veux dire, moi, la rentrée qui m'a le plus chahutée ou inquiétée, c'est pas celle-là. C'est celle que j'ai faite avec les enfants de soignants le 19 mars. Parce que là, c'était quelque chose. Là, on s'est retrouvés avec des gosses qui, du jour au lendemain, changeaient d'école, arrivaient dans une école qui n'était pas la leur, avec des enseignants qui n'étaient pas les leurs, qui changeaient tous les jours, avec du personnel d'encadrement périscolaire qui changeait tous les jours. Et puis, c'est des enfants qui avaient peur, qui nous racontaient que leurs parents, ils travaillaient à l'hôpital, et ils n'avaient pas de masque et pas de gants parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, là, c'était lourd, hein, il y avait de l'inquiétude. Alors que demain, avec les élèves qu'on va accueillir, il n'y a pas cette inquiétude-là. Il y a juste, on a envie d'y aller à l'école. Et puis, on n'a pas arrêté de leur envoyer des photos. Il y a des fraises qu'on poussait dans le jardin. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont passés dans l'école. Ils ont suivi en direct l'arrivée des feuilles, la chute des pommes de pin. Enfin, tout un tas de choses comme ça. On n'est pas inquiet. Alors moi, je pense que beaucoup de gens se demandent, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça pour juste 4 semaines d'école, notamment les parents qui sont dans le refus de scolariser les enfants. Eux, c'est ça qui les mène, hein, c'est cette idée-là qu'ils ont aussi. Nous, on pense que ça vaut le coup. Parce qu'en fait, quand on fait la classe avec ses élèves, je dis ses enfants, c'est comme si c'était les nôtres, hein, il y a quand même un gros attachement entre l'enseignant et les élèves de la classe. Il y a un énorme attachement entre le groupe classe. Parce qu'en fait, ce que les enfants apprennent dans l'année, c'est à développer des compétences, mais à faire classe, à faire une petite société. Et cette société-là, elle est bourrée d'affect. Elle est bourrée de choses comme ça. Ces choses-là, ça ne peut pas s'arrêter de manière brutale sans se dire au revoir.
Et en fait, les 4 semaines qu'on va faire là, elles vont permettre de recoudre le trou qu'il y a au milieu du tapis qui s'appelle mars, avril, mai. Et puis une fois que ce trou sera bien recousu, de pouvoir sortir tranquillement en ayant dit au revoir, en ayant fini de faire les choses qu'on voulait finir. Je ne dis pas qu'on va faire la classe et rajouter des choses, on n'a pas le temps. Mais on a humainement le temps de raccommoder quelque chose. Alors après, les 11 autres, je leur ai tous fait la proposition de venir une fois ou deux dans la classe pendant le mois de juin. C'est ce que le gouvernement avait demandé pour le mois de mai. Mais bon, comme nous, on reprend l'école le 2 juin, forcément, eh ben c'est sur le mois de juin qu'on va faire ça. Donc ce qu'on aimerait, c'est que les enfants puissent, ne serait-ce que pour dire au revoir à la maîtresse, venir au moins une fois. Donc en fait, dans l'organisation des groupes, on a une certaine souplesse sous le coude pour pouvoir intégrer un enfant qui voudrait venir qu'une seule fois. Si les parents sont d'accord, parce que je n'exclus pas quand même des gens qui ne voudraient absolument pas que l'enfant revienne, mais tous ceux qui vont avoir envie de le faire pourront le faire. Moi, je pense qu'on va recontacter tous les parents d'élèves d'ici une quinzaine de jours pour leur expliquer comment ça s'est passé avec les premiers groupes qui sont arrivés, et puis pour essayer de voir si d'autres enfants ne pourraient pas se rajouter.